Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Soleco où vous allez pouvoir profiter de l'interview complète de Charles-Hervé Gruyer de la ferme du Bec et Loin qui nous explique comment créer de la terre pour notre potager en carré. Juste après, ça. Bonjour Charles-Hervé Gruyer, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour une interview. J'ai des questions à te poser. Avant de te les poser, j'aimerais que tu te présentes rapidement. Je sais que beaucoup de gens te connaissent, mais peut-être qu'il y en a encore qui sont passés à côté de ton aura incroyable. Non, non, rajoute pas Guillaume. Bonjour Guillaume, moi ça me fait un immense plaisir de participer à ton blog parce que ça fait quand même, je sais pas, près de 30 ans qu'on est amis et voilà, c'est un grand bonheur pour moi. Et bah écoute, je suis tout simplement maraîcher bio à la ferme du Bec et Loin en Normandie et je n'ai pas d'aura, c'était mes cheveux blancs. On cherche à cultiver dans le respect le plus absolu de la nature. Euh, Avec mon épouse Perrine, on est animé par une passion pour le vivant, une passion pour la nature. Alors, avant d'être maraîcher bio, tu as eu une autre carrière et c'est là où on s'est connus. Effectivement, ça fait 29 ans qu'on se connaît et j'en suis vraiment ravi. Surtout que tu m'as fait découvrir le monde. Tu as été quelque part mon premier mentor. Et donc, c'était dans une autre vie, le bateau, donc Fleur de l'Empole. Donc, voici un des livres qu'on a coécrit ensemble à l'époque, quand j'avais 14 ans. Oui, alors les gens qui nous regardent ne le croiront peut-être pas, mais c'est toi sur la couverture dans le désert mauritanien. Et je me souviens très très bien du jour où on avait fait cette photo avec des dunes incroyables. On avait cherché des éclats de flèches en silex taillé et le sol en était couvert dans ce coin de désert mauritanien. Donc effectivement, on a vécu 2 expéditions ensemble, nager avec les cachalots, enfin bref, souvenir, souvenir. Et puis après, ces voyages et tous ces enfants que tu as amenés découvrir le monde, tu as donc racheté avec Perrine, ta femme, une petite ferme. Est-ce que c'était vraiment une ferme au départ? En tout cas, une longère en Normandie. Et en quelques années, vous avez transformé ce lieu en un lieu incroyable, paradisiaque, fertile. Et vous y avez également formé de nombreuses personnes à la permaculture et écrit également plusieurs ouvrages dont ce n'est pas le dernier en route, mais c'est celui que j'ai là à proximité, Permaculture, donc Perrine Hervé Gruyer et Charles Hervé Gruyer. Et c'est des ouvrages vraiment inspirants qui nous guident au quotidien et qui nous guident aussi, nous, Sophie et moi, dans notre forêt ici, puisque la permaculture est un sujet qui nous touche vraiment beaucoup. Donc, Ben, merci Guillaume. Effectivement, je dirais que la ferme s'est inscrite dans la suite des expéditions de Fleur de l'Empole. On avait passé une quinzaine d'années à aller à la rencontre des peuples premiers pour se mettre à leur école, voir comment est-ce qu'ils habitent la nature dans un respect absolu. Et quelque part, notre rêve en venant dans cette vallée normande du Bec et Loin, c'était de vivre comme les Indiens, mais sans être coupé de notre civilisation. Et je dirais qu'on était d'une absolue naïveté, mais ça nous a conduit à explorer des formes d'agriculture naturelle qui sont inspirées par le vivant, par la nature, et qui fonctionnent très bien. Ce qui n'est pas surprenant en soi, puisque la nature a une expertise incroyable, elle est absolument géniale. Et tout ça est raconté, bon, bah, puisque tu fais mention à nos bouquins, dans un énorme bouquin qui s'appelle Vivre avec la Terre, qui m'a pris 6 années de ma petite vie, mais pour donner un peu des clés à tous ceux qui ont envie de se nourrir eux-mêmes avec leur production. Mais voilà, puisque tu as la gentillesse de faire référence à mes travaux, moi j'ai fait référence au tien et dire que ça fait au moins 10 ans que j'utilise ta super huile, que j'en ai utilisé beaucoup dans ma carrière, y compris de l'huile de cachalot sur le pont de Fleur de l'Empole qu'un ancien pêcheur de baleines nous avait offerte. C'était il y a bien longtemps. Et c'est vrai que j'adore ton huile parce que elle sent merveilleusement bon, elle est totalement naturelle, elle tient vraiment bien.
Et ce matin encore, j'en passais sur des objets en bois. Et voilà, donc je la recommande chaleureusement. Et j'ai pas de commission pour ça, hein, c'est très sincère. Merci Charles. Alors, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est donc, on a lancé avec Sophie un nouveau chantier dans notre petite forêt. On a l'intention donc d'agrandir un petit peu notre potager et on a deux problématiques. Notre terre de forêt est donc assez pauvre, hein, on a une couche d'humus vraiment très très faible et là où on veut installer notre potager, finalement, on n'a que de l'argile puisque la terre a été grattée lors de la construction de la maison. Et sur cette couche d'argile, on aimerait implanter donc un petit potager en carré ou des planches surélevées, finalement, c'est ça le concept, avec donc des planches de mélèze que nous avons taillées tout à l'heure à la gruminette, donc à la tronçonneuse. On a plusieurs Douglas qui ont été abattus pendant la construction. Et on veut donc mettre en valeur, utiliser ces bois qui ont été coupés pendant la construction, donc dans les utiliser pour notamment faire ces planches de potager et plein d'autres projets qui vont venir après et qui seront documentés donc sur la chaîne YouTube de Soleco. Donc pour l'instant, on a taillé nos planches, on a préparé nos assemblages puisque l'idée c'est d'avoir donc des planches qui soient sans vis, hein, bien sûr, donc avec des assemblages à mi-bois. Notre problématique aujourd'hui, c'est de préparer notre potager en carré ou butte surélevée. Et c'est pour ça que je t'ai contacté, Charles, car j'ai plusieurs questions à te poser pour bien préparer notre mise en culture, puisque sur la partie technique, je suis OK, on a préparé les planches, les assemblages, on va brûler les planches et les huiler. Et ensuite, comme j'ai pas beaucoup de terre, j'ai pas envie d'aller gratter au pied des arbres pour prendre le peu d'humus que je vais trouver. On a un petit peu, allez, on a un petit centimètre à peu près de végétaux décomposés, de vieilles feuilles et de paille de l'année dernière qui sont maintenant mûrs. Donc, on va en gratter un peu pour faire notre fond de planche. Et ensuite, j'ai plein de matériaux à disposition. Je ne sais pas dans quel sens les mettre. Je ne sais pas trop dans quelle proportion, s'il y a des proportions à respecter ou pas. Alors, à disposition, en mode permaculture, hein, bien sûr, j'ai de la sciure de Douglas, j'ai des croûtes, enfin des écorces, j'ai du foin qui est coupé, qui est sec, j'ai qu'est-ce que j'ai encore? Des orties, des feuilles décomposées et des tontes de pelouse de mes voisins, parce que nous, on n'a pas vraiment d'herbe, donc on récupère l'herbe de nos voisins. Alors, avec tout ça, comment on pourrait préparer notre planche de culture? Ok Guillaume, bah déjà le principe de surélever la terre, de faire une planche surélevée, c'est une forme de butte permanente mais coffrée. C'est excellent en soi parce que tu vas gagner en profondeur de terre arable, tu vas gagner en ergonomie. Donc c'est une super approche. Et tu peux avoir, une fois que tu auras créé ton bon sol, comme tu y aspires, tu peux avoir vraiment des très très belles récoltes. Le premier point, c'est le sol en place. Tu évoquais un sol en argile assez dur, assez compact, mais il faut savoir que l'argile, c'est quand même le meilleur sol qui soit en lui-même, quelque part, en tout cas le plus fertile potentiellement. Mais l'argile a comme défaut d'être un peu lourde et de se compacter et d'être assez froide. Elle est lente à se réchauffer au printemps. Mais elle a un potentiel de fertilité très élevé. Donc, quelque part, tire profit de ce sous-sol en argile. Ne te dis pas, c'est juste un soubassement et au-dessus, je vais construire mon sol. Mets-le à profit. Déjà, il faudrait le décompacter, tu vois, lui donner de la légèreté de manière à ce que les racines puissent descendre dedans et l'explorer sans que ça soit trop du béton. Donc, pour le décompacter, le meilleur moyen, ça va être d'utiliser une grelinette, c'est-à-dire un outil à dents, ou alors une fourche, et sans forcément mélanger les horizons, ce qui n'est pas bon, ne pas le retourner, mais en tout cas l'aérer, tu vois, l'ameublir. Okay. Et même si tu veux avoir le top du top de la butte surélevée, moi je te suggérerais une très ancienne technique qui s'appelle le double bêchage. C'est-à-dire que comme tu es sur un petit espace, ça vaut le coup de bosser peut-être 1 heure ou 2 en plus et d'avoir la meilleure butte possible, tu vois, parce qu'après, elle va rester en place bien des années. La technique du double bêchage, c'est que tu vas faire une tranchée qui va de la forme de ta future butte, à l'endroit de ta future butte, bien sûr. Tu vas enlever le premier horizon de terre, tu le mets en réserve sur le côté,
et D'accord. tu vas décompacter encore le sous-sol qui est en dessous. Donc, une Et puis, une profondeur fois de que bêche. J'enlève une donc, première du coup, tu vas profondeur de arriver bêche. à 2 profondeurs de bêche. OK. Tu vois, beaucoup plus profond que même ce qu'un tracteur pourrait faire. Ah oui, Mais tu ne mélanges pas les horizons. Tu vois, tu mets d'accord. en réserve le premier horizon, tu décompactes le sous-sol plus profond, OK. et au-dessus, tu vas remettre le premier horizon que tu avais mis en réserve. Donc, du coup, tu vas avoir un sol décompacté sur au moins 40 centimètres. Ouais, c'est Et ça. là, tu installes ton cadre au-dessus de ça, et tu vas encore rajouter peut-être 20 ou 30 centimètres de très bonne terre. Et du coup, tu vas avoir un sol décompacté sur 50 ou 60 centimètres. Ah oui, Alors, quel bonheur pour les racines des plantes. Tu vas leur offrir des conditions idéales. d'accord. Alors, maintenant, peut-être intéressons-nous à ce que tu vas rajouter au-dessus. Oui. Et que je te suggérerais d'ailleurs d'incorporer un peu avec de l'argile, toi, de le mélanger un peu à l'argile. Donc, avec de Le l'argile que j'ai problème, pris c'est… ailleurs, Pardon? mélanger ma future terre avec de l'argile que j'ai pris ailleurs, du coup, ou avec le premier horizon de bêchage. Ah bah, prends-le ailleurs, comme ça te fera plus de volume de terre, ça sera encore mieux d'ailleurs. Oui, D'accord. OK. tu le prends juste à côté ou dans l'allée au besoin, hein. OK. Mais ça sera encore mieux. Est-ce que je Si peux creuser possible, un petit l'horizon peu mon allée? supérieur. Je peux creuser un petit peu mon allée à côté de la planche? Oui, au besoin, ou tu vas chercher un petit peu plus loin. Le problème, c'est qu'il faut que ton cadre repose quand même sur le sol, donc c'est peut-être pas pertinent effectivement de décaisser l'allée juste à côté. OK. Mais après, toute la question, c'est que tu as évoqué le fait, j'ai cru comprendre que ton terrain avait été décapé. Oui, Et généralement, quand on décape, on enlève la litière, on enlève le premier horizon, c'est qui est ça. le plus vivant et le plus fertile. Oui. L'horizon humifère, c'est l'horizon qui est formé d'humus, c'est-à-dire de matière organique. Et donc, il est probable qu'il te reste la partie minérale, un peu du sous-sol, et qui n'est pas très vivante et pas riche du tout en matière organique. Sans ça, ça ne se compacterait pas comme ça. C'est ça. Donc, il va falloir que tu recrées de l'humus. Et alors, l'humus, c'est pas très difficile en soi à créer. Euh, L'idéal, c'est d'avoir du compost. Mais j'ai cru comprendre que tu n'avais pas beaucoup de compost. Non, parce qu'on composte directement. Alors, comme il y a des rats et tout ça, il y a pas mal de bêtes ici. Il faudrait qu'on ait un compost vraiment fermé ou bien grillagé. On ne l'a pas encore installé. Donc, on composte en fait dans nos serres. On a 2 serres et on composte directement sur la terre. On rajoute un peu de paille dessus juste pour que ce soit propre visuellement. Et donc, on composte directement dans nos serres. Ouais. Bah, c'est la meilleure méthode, à mon humble avis, hein, le compostage en place, parce que on rajoute des paillis qui se décomposent, mais qui gardent l'humidité, qui remplissent d'autres fonctions. Et donc, comment est-ce que tu peux faire pour créer 20 centimètres de profondeur de sol? Il va te falloir beaucoup de matière organique parce que euh, elle se divise à peu près par un rapport de 8 à 10. C'est-à-dire qu'un tas de haut de matière organique fraîche, ça va te faire entre 10 et 15 cm de compost à, 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 la fin du processus. Donc, il Ah va oui. quand même te falloir beaucoup de matière organique. On passe de 1 mètre en paillis frais à 10 à 15 centimètres une fois composté, Et quoi. oui, c'est pour D'accord. ça que si tu avais eu accès à du compost déjà fait, Oui. tu aurais amené un produit fini que tu aurais pu mélanger à ton argile et ça aurait été beaucoup plus vite. Ouais, C'est-à-dire que tu pouvais, tu remplissais ton bac un après-midi et le lendemain, tu pouvais le mettre en culture et 2 mois après, avoir déjà des super récoltes, quoi. oui. Mais là, si tu ne l'as pas, je pense que le meilleur moyen, c'est de faire un mélange peut-être 50% d'argile bien meuble, bien effritée, bien décompactée, et puis de rajouter 50% de matière organique. Et cette matière organique, il faut qu'elle soit composée de carbone et d'azote. C'est-à-dire, en fait, pour qu'un sol soit relativement équilibré, il lui faut à la fois du carbone et de l'azote. Alors, Alors, carbone dans dioxyde, c'est-à-dire de la matière noire et de la matière verte, c'est ça? exactement. De la matière sèche, plutôt brune, hein, euh, qui est de la matière carbonée, et de la matière verte et humide et fraîche qui est à dominante d'azote. Alors, dans ce que tu avais évoqué, il y avait les deux. Les copeaux de bois, c'est vraiment très carboné. Il ne faut pas en abuser parce que les bactéries vont avoir du mal à digérer tout ce carbone. Tu peux en Ok. mettre un peu, mais pas trop. Les aiguilles de pin, c'est pas topissime non plus parce que c'est plutôt acide, plutôt très carboné.
Si tu en mets un peu, ça ne sera pas grave, mais il ne faudrait pas en abuser non plus, tu vois. Ok. Je continue dans ce que tu as évoqué. Le foin, c'est équilibré au niveau carbone-azote, plutôt, sauf quand il est très sec. Il y a un inconvénient dans le foin, c'est que c'est plein de graines d'herbes, quoi. Je ne vais pas les appeler mauvaises herbes, c'est pas des mauvaises herbes. Les herbes D'accord. sont bonnes en elles-mêmes. Mais tu vas mettre beaucoup d'herbes dans ta butte et tu vas te taper un sacré boulot de désherbage après. Donc, autant la paille ne contient pas de graines d'herbe, etc., éventuellement quelques grains de blé, mais c'est pas gênant. Autant on évite de mettre du foin en paillis parce que c'est plein de graines, quoi. Comme Ok. c'est de l'herbe fauchée à maturité, c'est plein de graines. Donc, Ouais. pas top, pas top. À moins Ok. de le composter à chaud, mais là, ça va pas être le cas. Et alors après, on arrive à des choses un peu plus intéressantes. Tu as évoqué les orties, tant qu'elles ne sont pas arrivées à graines, évidemment. Oui. Les orties, c'est très riche en minéraux, c'est riche en azote. C'est une super matière première. Donc là, vas-y, les orties, tu peux te lâcher et en mettre tant que tu veux. Ok, bah, j'en ai Tu as évoqué plein les également, potés. ouais, tu as évoqué également les feuilles mortes. Ça, c'est excellent. Toi, le terreau de feuilles mortes, c'est absolument excellent. C'est plutôt carboné quand c'est des feuilles mortes, mais un mélange de feuilles mortes et d'orties fraîches, alors là, c'est vraiment excellent. Ça devrait se composter relativement rapidement, tu vois, peut-être en 3 mois. Et là, tu aurais quelque chose de bien équilibré. Et puis, tu avais parlé de tonte de gazon. Pourquoi pas? Là, c'est très azoté, très humide. Ça va équilibrer, par exemple, tes copeaux, tes aiguilles de pin. Il faut éviter de les utiliser quand elles sont, quand le gazon a été tondu assez haut, parce que là, déjà, il va y avoir des graines, hein. Donc, si c'est une petite pelouse tondue, tu auras moins de risque d'avoir des graines. Oui. Donc, pour résumer, je dirais, tu vas amener du carbone plutôt dans les copeaux de bois, dans les aiguilles de pin ou dans le foin, mais que je te conseillerais plutôt de laisser de côté, et dans les feuilles mortes. Et puis, tu vas amener plutôt de la matière azotée dans les tontes d'herbe et dans les orties. Globalement, il faut plus de carbone que d'azote. Et puis après, la vie du sol va digérer tout ça. Et voilà. Je te suggère d'amener vos restes de cuisine, qui sont plutôt azotés. Et quelque part, tu vas faire un compost avec tout ça. Euh, Si tu peux apporter quand même de la terre, un peu d'humus, tu vois, Oui. un peu de bonne terre que tu vas glaner, je ne sais pas où. Tu vas ensemencer ton mélange avec déjà des bonnes bactéries, peut-être des vers de terre, etc. Ça va accélérer le processus. Et parce que l'inconvénient de ce petit système, quelque part, c'est que tu vas lancer un processus de compostage dans ton bac. Euh, Quand on fait un compost, les nutriments, ils ne sont pas encore à disposition des végétaux, donc tu ne vas pas pouvoir cultiver tout de suite. Et le niveau va pas mal baisser, tu vois. D'accord. Donc peut-être pour accélérer encore, mais une proportion de 60% d'argile ou 70% d'argile et 30% seulement de ton mélange. Essaye de bien faire un tas bien bombé parce qu'il va pas mal baisser. Ok. Et puis, comme ça, tu pourras commencer une culture de plantes qui aiment la matière organique très fraîche, comme les courges. Il est encore temps de planter des courges ou des courgettes. Elles D'accord. s'accommodent même de pousser quasiment sur un tas de compost. Donc, il est encore temps pour les planter. Donc, ça peut te faire ta culture cet été. Et les racines vont venir déjà habiter, donner de la vie à ton substrat. Et puis à l'automne, quand tu as récolté tes courges, tu peux lancer peut-être un second cycle, une génération de légumes d'hiver. Ça peut être des poireaux ou des choux que tu repiqueras. Il sera trop tard pour faire tes semis. Oui. Et si le niveau a pas mal baissé, bah après, rajoute des paillis généreusement parce qu'il ne faut pas que ça reste à nu. Rajoute du fumier. Si tu as accès du fumier, c'est excellent. Ah oui, il y a du fumier de cheval. Et comme ça, tu vas remonter au niveau de ton cadre et arriver au bord de tes planches. D'accord. Je Je me suis pense dit, que c'est peut-être la meilleure solution pour démarrer rapidement des cultures tout en créant ton sol, parce qu'il s'agit vraiment d'un processus de création d'un excellent sol. Il faut savoir pour tes internautes que les légumes aiment les sols très humifères, très riches en matière organique, profonds, meubles, etc. Et le compost, parce qu'il s'agit quand même de compost que tu vas faire,
a cette merveilleuse propriété d'alléger un sol trop lourd, tout comme il alourdirait un sol trop léger, trop sableux. Et donc, si tu as une base d'argile et que tu rajoutes un bon compost, tu auras un super sol dans ton cadre et ça va être fertile pendant bien des années. Et après, surtout, ne plus le travailler, éventuellement le décompacter un peu à la fourche ou à la grelinette, sans le mélanger au printemps. Et puis d'année en année, il va se bonifier. Et c'est la garantie d'avoir des super bonnes récoltes pour venir nourrir toute la petite famille avec des bons légumes du jardin. Super, Charles. Et du coup, j'ai une question par rapport au fumier, fumier de cheval, puisqu'il y a pas mal de chevaux dans le coin. Donc, on peut récupérer du crottin dans les allées forestières. Il faut que j'attende, il faut que je le mette en réserve un petit peu peut-être pour qu'il ne soit pas trop frais, ou je peux l'incorporer en paillage aussi directement dessus. Alors, en fait, le fumier, c'est un mélange de crottin et de paille. Donc, Oui, ce que tu vas récupérer dans les allées forestières, c'est du crottin pur. Le crottin pur, c'est quand même assez fort, quoi. ouais. Moi, je serais toi, j'irais demander gentiment au club s'ils ne peuvent pas te donner du fumier ou éventuellement tu leur donnes une bouteille en échange ou un petit billet. Mais souvent, les clubs hippiques ne savent plus quoi faire de ce qui est un déchet pour eux Ouais. et de ce qui est un trésor pour les jardiniers et les jardinières, quoi. Et il y aurait une autre alternative à ce qu'on vient de décrire, c'est que tu ailles chez eux, ils ont souvent des vieux tas de fumier qui se sont décomposés, et là tu récupérerais en fait du compost, tu vois, parce que quand un tas de fumier se décompose, eh ben, il diminue beaucoup de volume, mais c'est du compost qui en sort. Et là, tu auras un excellent compost parce que le fumier de cheval, le compost de fumier de cheval est super pour les cultures légumières. Donc, tu pourrais directement faire ton mélange argile et compost et là, démarrer tout de suite tes cultures, remplir ton bac avec ça et démarrer tout de suite tes cultures. Ça serait une voie plus simple et plus rapide pour arriver à tes fins. Ah, bah, je vais me renseigner alors. Nous, c'est ce qu'on fait ici constamment, tu vois. On D'accord. fait des bacs en bois comme ça, notre serre en est pleine, qui font à peu près 50 cm de hauteur, ce qui fait qu'on a une grande profondeur de terre arable et puis on a une ergonomie parfaite pour travailler, même avec une chaise ou un tabouret, pour les vieux comme moi. Et puis ça pousse remarquablement bien. Et puis plus ton bac est haut, ça a d'autres avantages. C'est peut-être long pour rentrer dans les détails, mais ça résiste mieux au gel en hiver parce que comme le gel se forme en premier au sol et puis l'air se stratifie, Ah oui. si tes cultures sont à 50 cm de hauteur, eh ben, elles auront peut-être 1 ou 2 degrés de plus que le sol qui lui sera gelé. Elles seront également un peu plus à l'abri des limaces, des campagnols, etc. Donc beaucoup d'avantages dans les bacs surélevés. Très bien. Je n'avais pas pensé à ces avantages-là, effectivement, et la stratification des couches Et il y froides en a d'autres. d'hiver. Sous serre, il y a une inertie thermique plus grande parce qu'il Bien y a sûr. quelque part 3 côtés du bac qui sont en contact avec l'air. Donc, c'est un des moyens de rendre une serre bioclimatique, de stocker la chaleur du jour pour la restituer la nuit. C'est de faire comme ça des bacs surélevés. C'est des sortes d'accumulateurs d'énergie solaire en fait passifs, quoi. Ah oui. Ouais, donc on devrait faire ça aussi, tiens, dans nos serres, et Ouais. au fur et à mesure. Pour l'instant, on est parti aussi comme dehors sur notre socle de glaise. Donc là, on a réussi à créer 3 cm à peu près de sol, vraiment d'humus. Et puis petit à petit, on continue le paillage pour pouvoir Ouais. augmenter. Mais si je peux me permettre, c'est pas suffisant. Il faut aller plus vite en fait, et il faut pas hésiter à amener des quantités vraiment importantes de compost. Ok. Si tu pars d'un sol un peu ingrat, Oui. sans humus, tu peux amener 15 cm d'épaisseur de compost d'un coup. Et puis Waouh. la première fois, tu l'incorpores un peu à l'horizon supérieur d'argile. Comme Oui. ça, tu vas mélanger l'argile qui est plutôt minérale avec ton compost qui est plutôt organique. Et tu auras à la fois les minéraux et la matière organique dont les plantes ont besoin. Et puis, faire tout ce que tu peux pour favoriser la vie du sol, la microfaune, la microflore du sol et la macrofaune également, les vers de terre, tout ça. Parce que c'est la vie du sol qui, quelque part, digère tout ça et rend toute cette nourriture assimilable par les racines des plantes, biodisponibles. Super. Voilà. J'ai juste une petite question, une petite interrogation qui me vient par rapport au fumier de cheval.
Oui. par rapport au crottin directement, parce que les chevaux sont quand même souvent nourris soit avec des aliments un peu boostés ou ils sont aussi très souvent soignés. Donc je sais qu'ils peuvent recevoir des antibiotiques, des choses comme ça. Est-ce que le compostage, la chaleur en fait du fumier dégrade les particules chimiques comme ça, notamment des médicaments? Oui, absolument. Je pense que les gens qui nous écoutent ont envie de faire des légumes bio. Sans ça, ils n'achèteraient pas ta belle huile naturelle. Mais il faut savoir que la législation européenne de l'agriculture biologique autorise l'utilisation de ces fumiers-là, tant qu'ils ne sont pas issus d'élevage industriel. Et nous, on en utilise beaucoup, donc on a vraiment creusé la question. Après compostage, on ne retrouve plus de traces de polluants, de vermifuges ou d'antibiotiques, ou même la paille qu'achètent les clubs hippiques n'est jamais bio, tu vois. Oui. Donc il y a peut-être des raccourcisseurs de tiges, des restes de pesticides, mais le processus de compostage va détruire ces molécules chimiques, donc c'est tout à fait autorisé en bio. Ouais, Il y c'est a bien, encore, exactement. j'y pense maintenant, une autre possibilité pour aller rapidement, c'est d'aller à la centrale de compostage des déchets urbains la plus proche. Et avec les déchets verts urbains, ils font des grandes quantités de compost. Nous, on en utilise également, on le teste d'ailleurs pour améliorer sa formulation. Il peut tout à fait être certifié bio parce que comme il le chauffe très fort, ça détruit également les polluants. Et donc, généralement, ils ne savent plus quoi en faire. Donc, ils l'offrent ou alors ils te le vendent pour un prix qui est vraiment dérisoire. Et tu peux aller chercher une remorque et l'incorporer à ton bac. Mais attention, ils appellent ça compost. En fait, je dirais que c'est plus du substrat parce que ça a tellement chauffé que c'est plus vivant. Et donc, c'est très poudreux, ça ne tient pas bien l'eau. En l'état, l'utiliser pur, c'est pas top parce qu'il a un pouvoir un peu inhibiteur de la germination parce qu'il est trop frais en fait, il n'a pas terminé son processus de compostage, mais ça te fait une bonne base pour te faire du volume. C'est quand même riche en minéraux, riche en azote, même si c'est pas disponible immédiatement. Et tu incorpores ça, tu le mélanges à ton argile et tu rajoutes un peu de matière fraîche et tu essayes de l'ensemencer En bactéries. en microbes. Et du coup, tu vas encore accélérer ta création de bac D'accord. et tout ça te permet de cultiver dans la foulée, quoi. Ok. Ouais, ça, c'est une bonne astuce alors. Ouais, super. Ouais, voilà. Bon, bah, très bien. Du coup, on ne s'embête pas avec les histoires de pH. On ne va pas tester le pH du sol. Il faut juste respecter à peu près les dosages entre azote et matière carbonée que tu nous as indiqués. Et puis, ça devrait normalement fonctionner correctement Oui, en incorporant aussi l'argile présente. C'est ça, hein? oui. Le compost, c'est vraiment un produit extraordinaire, un bon compost, parce que il équilibre le sol, mais il équilibre également le pH. Euh, D'accord. Après, moi, je te suggère de ne pas trop t'embêter avec le pH, parce que si tu amènes beaucoup de compost, ça devrait être bien. Et puis, n'utilise pas trop de produits acidifiants comme les aiguilles de pin. Mais tu peux en amener un petit peu. Puis après, je crois qu'il ne faut pas être parano, il faut faire confiance aux vivants. Et pour moi, ce qui est surtout important, c'est de favoriser la vie du sol, de couvrir le sol. On pourrait même aller plus loin, mais on sort un peu du cadre de ta vidéo en faisant des cultures de micro-organismes utiles, ce qu'on appelle des thés de compost ou des bokashi. Mais voilà, si tes internautes ont envie d'en savoir plus, ils peuvent se plonger dans la littérature ou dans notre bouquin Vivre avec la Terre et tout savoir sur le sol et la fertilité naturelle du sol. Parce qu'il faut vraiment, on est à une époque où il faut tourner le dos aux pesticides et à tous ces produits toxiques, quoi, ou aux engrais chimiques, et aller résolument vers notre terre mère et vers la nature. Eh ben, super. On met tous les liens, bien sûr, vers vos livres, vers la ferme du Bec et Loin aussi dans le descriptif de la vidéo. Donc, effectivement, tout le monde peut retrouver facilement les ressources que tu cites. C'est vrai, Guillaume. C'est un beau projet en tout cas. Hein. Eh ben, Bonne merci. chance, bonne culture et surtout donne-moi des nouvelles. Exactement. On te dira si nos courges vont bien pousser sur le substrat que tu nous conseilles. Merci, Merci Guillaume. beaucoup, Charles. À très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Bon courage. Merci. Merci à Charles et Guillaume pour cette interview qui nous a donné toutes les infos pour pouvoir faire notre potager en carré et créer de la terre. Eh bien, abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur Soleco et on vous dit à très bientôt.